Petite énigme pour commencer. Si je vous parle d'un mec qui joue meneur et fait 2,3 m, la taille d'un ailier habituellement, qui est connu pour son sens de la passe et sa vision de jeu incroyable, qui adore pousser le ballon en transition et qui peut défendre du poste 1 au poste 4 sans problème grâce à sa taille, sa mobilité et son placement, ça vous fait penser à qui? Si vous connaissez bien la ligue actuellement, vous répondrez forcément « Tu parles de Ben Simmons là ?» Et vous n'auriez pas tort. Normalement, la suite logique quand on évoque l'Australien, c'est dire « Ouais, mais Ben ne sait pas shooter, donc bon, voilà quoi. » Et c'est vrai. Ben est plutôt le genre de mec qu'on pourrait appeler un maçon professionnel, tellement il adore envoyer des parpaings sur ce putain de cercle. Sauf que le mec dont je vous parle a shooté à 40% à 3 points cette saison. Ça vous épate, hein? Salut, moi c'est Joe Godin, alias Joe le Barbu, alias Phoenix champion cette année mon gars. Stupéfait, MVP. Et aujourd'hui, je suis venu pour vous parler du futur potentiel bug dans la matrice. Ah, vous avez compris les effets spéciaux, hein. On est là pour parler de Cade Cunningham, le futur numéro 1 annoncé de la prochaine draft 2021. Donc dans ce petit, il y a un peu de tout. Il y a du Luka Doncic, du Ben Simmons comme je l'ai un peu évoqué, du Grant Hill, du Penny Hardaway, du soi-disant LeBron, Ce petit, c'est un mix de plein de choses. Il est hyper intéressant comme vous allez pouvoir le voir. Ce qui fait quand même un nombre de comparaisons assez importantes, assez exceptionnelles quand on voit le pédigré des joueurs auxquels il est rattaché. Donc, est-ce que, pour la petite question putaclic, est-ce que c'est un Ben Simmons avec du shoot comme je le suggère, ou plutôt on s'orienterait vers un espèce de Tobias Harris du pauvre, le mec qui peut jouer 3-4 mais pas exceptionnel. Ça, on va en discuter ensemble. Je vais vous donner mon avis, bien sûr, c'est subjectif, ça regarde que moi. Alors, libre à vous de m'insulter dans les commentaires, hein, n'hésitez pas, et libre à moi de m'en battre royalement les couilles. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, trêve de galéjade, on va évoquer le jeu de Cade Cunningham. Cade Cunningham est avant tout un meneur. Et le propre d'un meneur, c'est de faire des bonnes passes, dans le bon timing pour permettre à ses coéquipiers de briller. Enfin, c'était comme ça avant l'ère moderne. Sur ce point, Cade est le produit de son époque. Et si la gestion du jeu n'est pas encore son fort, on y reviendra, ses qualités de passeur n'ont rien à envier à ses prédécesseurs. Il arrive à trouver ses coéquipiers dans toutes les situations possibles. Que ce soit quand il coupe vers le cercle, quand la défense anticipe ses pénétrations et laisse un shooter ouvert à 3 points, ou sur le pick and roll qui reste son arme favorite. Sa taille l'aide à voir au-dessus de son défenseur ou des prises à deux. Et il arrive déjà très bien à manipuler les défenses par le regard ou par ses feintes, ce qui est le propre des meilleurs passeurs. Après une pause d'écran, il arrive très bien à trouver son pivot qui roule vers le cercle, quitte à ralentir le jeu jusqu'à avoir la bonne fenêtre de passe. Sur ce côté-là, on voit déjà qu'il est déjà dans la matrice qu'il la contrôle. Dans une NBA, où le pick and roll est l'alpha et l'oméga du jeu, il est sûr de trouver une place de titulaire dans plus ou moins toutes les équipes. Bon, transition logique, on va évoquer son jeu sur le pick and roll. À l'image d'un Luka Doncic ou James Harden, Cade Cunningham utilise beaucoup le pick and roll en tant que porteur de balle, même s'il peut aussi le faire en tant que poseur d'écran. À la fac, c'était pas trop le cas, mais ça peut être une possibilité dans la grande ligue. Une fois qu'il a pris l'écran, le jeu s'ouvre pour lui et il peut tout faire à ce moment-là. Prendre un pull-up à 3, ou même à mi-distance. Attaquer le cercle avec beaucoup de technicité. Oui, Cade est plus un fin technicien à la Doncic ou Tatum qu'une machine physique à la LeBron ou Zion qui vont agresser le cercle violemment. Ou alors il peut lâcher la balle à un coéquipier, comme vu auparavant. Il est très patient balle en main, au point où encore une fois on a l'impression que dans sa tête le jeu ralentit de quelques dixièmes de seconde, lui permettant de prendre à contre-pied les défenses adverses. Sa capacité à finir facilement au cercle, que ce soit par de petits hook-shots ou par des doubles pas classiques ou acrobatiques, est très intéressante. Cette saison, il a été ciblé par les défenses NCAA qui avaient pour objectif de l'empêcher de finir au cercle en blindant la raquette et à le laisser se reposer sur son shoot extérieur. Mais malgré ça, il est resté très efficace sur ses pénétrations, ce qui est super important pour lui permettre de rester un danger permanent dès qu'un écran le libère. Enchaînons avec son tir, point primordial dans la NBA actuelle. N'est-ce pas Ben, hein? Quand il est passé du lycée à l'université, beaucoup d'observateurs avaient quelques craintes à ce sujet. En effet, autant il avait de bons pourcentages sur ses tirs en sortie de dribble, autant sur catch and shoot, ses pourcentages tombaient en flèche. Après avoir travaillé sérieusement sur ça, d'après ses dires, il est à 40% depuis la ligne à 3 points NCAA.
qui est à 6,75 m au lieu des 7,25 m en NBA. En près de 6 tentatives par match, c'est pas un petit échantillon. Et à peu près 80% au lancer franc, ce qui laisse à supposer une bonne progression à venir. Bon, si son shoot reste un peu funky par moment, notamment ses jambes pendant son extension, c'est rien de bien handicapant pour l'étage supérieur. Il est de plus en plus fluide sur ses step back, même s'il y a encore du taf. Il n'empêche que sa faculté à punir sur le shoot à mi-distance est très intéressante, dans une ligue où le drop coverage est de plus en plus utilisé pour défendre le pick and roll. Salut les jeunes, me voici en cosplay pourri d'un télo à l'arrache. On est là pour parler du drop coverage. Alors si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer à la suite. Si vous connaissez tellement en basket que vous pouvez faire abstraction, ceux qui veulent apprendre, suivez-moi. Alors pour illustrer ce type de défense sur pick and roll, je prends un exemple assez facilement reconnaissable. Alors on a Utah de notre fameux Rudy Gobert national, double défenseur de l'année, Cocorico. Et pour que tout le monde soit content, enfin surtout moi, Chris Paul et les Suns de l'autre côté. Alors vous allez voir qu'on va évoquer à peu près toutes les défenses sur pick and roll pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors sur l'action que j'ai choisie, on peut voir Chris Paul remonter le ballon avec Joe Ingles comme défenseur. Il y a Rudy Gobert qui est placé dans la raquette, à côté de DeAndre Ayton, le pivot des Suns. On peut voir que CP3, Chris Paul, appelle un écran de DeAndre Ayton. Donc vous allez le voir, il est en train de faire le mouvement. Il va poser l'écran. Maintenant, CP3 va prendre l'écran. Donc il y a 3 situations possibles qui se dégagent. Soit Rudy sort sur Chris Paul pour venir le gêner à la ligne à 3 points pour éviter qu'il dégaine. Pendant ce temps, Joe Ingles va garder celui qui a posé l'écran, c'est-à-dire DeAndre Ayton, ce qu'on appelle communément switcher. Soit Rudy va garder DeAndre Ayton. Pendant ce temps, Joe Ingles va essayer de rattraper Chris Paul en passant en dessous de l'écran. Donc c'est ce qui s'appelle garder son joueur, rester en individuel. C'est très dangereux dans le sens où ça laisse Chris Paul ouvert à 3 points. Et ça, dans la NBA actuelle, on ne veut pas. Donc maintenant, on a le fameux drop coverage. Donc, on peut voir que Rudy Gobert s'avance un peu, mais va pas sortir très loin de sa raquette. Le but dans tout ça, c'est de contenir la pénétration de Chris Paul pour l'empêcher de finir au double pas. Pendant ce temps, Joe Ingles va profiter de cette espèce de temporisation de Rudy Gobert pour essayer de retrouver son joueur, c'est-à-dire Chris Paul. Donc là, Chris Paul, il a 2 choix. Soit il prend un 3 points un peu contesté, un peu compliqué, soit il fixe Rudy Gobert, il se met à mi-distance et il prend le shoot par-dessus. Parce que bon, si Rudy sort, il sait qu'il va se faire battre. S'il reste, il peut prendre à mi-distance. Donc c'est un peu échec et mat. Sachant que Chris Paul, c'est pas le dernier des cons quand il s'agit de mettre des mi-distances ou de lire le jeu. Donc voilà, c'est en ça que le mi-distance est vraiment encore intéressant malgré son côté un peu obsolète d'après les statistiques avancées qu'ils définissent comme très moyen. Mais c'est toujours utile et c'est pour ça qu'il faut continuer à le développer et il faut continuer à avoir des joueurs qui sont capables de faire ça. Voilà, c'était Joe le cosplay un télo un peu pourri. Retour au studio, on recommence la vidéo. Tout n'est pas encore parfait, mais il arrive déjà à se créer son tir facilement et a l'air d'avoir le bon état d'esprit et de ne pas rechigner à la tâche pour s'améliorer. Et ça se voit notamment en défense. Alors comme c'est toujours difficile de trouver des highlights défensifs, hormis des contres ou des interceptions, vous étonnez pas si les vidéos que je diffuse sont pas forcément raccord avec ce que je vais dire. Bref, revenons à nos moutons. Cade Cunningham n'est pas intéressant que par son potentiel offensif. En effet, dans une NBA où on cherche de plus en plus à avoir des joueurs interchangeables dans leur rôle, que ce soit en attaque ou en défense, il apparaît encore comme un produit de sa génération. Grâce à sa taille, son envergure et sa mobilité, il peut théoriquement défendre du poste 1 au poste 4. Enfin, franchement, c'est pas mal. Même si, pour ses débuts à NBA, je le vois bien être envoyé sur des arrières ou des ailiers, le temps d'apprendre le métier et à résister au physique des ovnis qu'on peut voir en NBA. Il n'est pas forcément un défenseur très athlétique, mais il est très volontaire. Et ça, c'est la base de tout quand on parle de défense, peu importe les sports. C'est un joueur très cérébral et ça se ressent aussi de ce côté-là. Son QI offensif lui sert à lire ce que les attaques adverses peuvent proposer et à réagir de la bonne manière. Je ne dis pas qu'il va devenir un spécialiste défensif comme un Kawhi Leonard ou un Ben Simmons par exemple, mais je le vois bien avoir une évolution aussi positive qu'un Jason Tatum qui n'était pas vraiment réputé de ce point de vue-là à la fac. Et franchement, un joueur qui est au niveau défensivement et qui est capable de telles prouesses en attaque, c'est pas ce qu'on appelle un potentiel MVP. Alors je préfère vous prévenir direct. Là je vais pinailler. Je dois parler de ces points, mais c'est plus des petits détails que je me dois de citer, plutôt que des défauts incorrigibles qui vont complètement faire chuter sa cote. Je commence par l'athlétisme, car ces critiques entre guillemets me rappellent comment les observateurs décrivaient Luka Doncic à l'époque. That's my takeaway. He doesn't pop athletically,
Doncic at 6'7" will get exposed for all the inadequacies that Dirk struggled with. Dirk is not a great athlete. Dirk doesn't have explosive quickness. Dirk isn't physical. Well, that's what's going to happen with Doncic. I'm not saying that Luka Doncic is setting the NBA world on fire. I'm not sure he's going to be a dominating NBA player. Donc ça me fait un peu marrer, surtout quand on voit comment ils se sont plantés. S'il s'est fait connaître au lycée par quelques gros dunks bien placés, beaucoup ont été surpris quand ils ont vu jouer en vrai ce bon vieux Cade en NCAA. En effet, il a une dégaine de Folland, de mec qui joue tout en contrôle. Il n'a pas besoin d'accélérer comme un fou pour passer son vis-à-vis ou de sauter super haut pour bien défendre, contrairement à ce que beaucoup pensent. Le seul problème que ça risque de lui poser, c'est pour défendre sur les pivots, peut-être, ou pour aider près du cercle. Mais bon, ça va, le gars peut déjà défendre sur 4 postes. C'est déjà pas si mal, je trouve. Enchaînons avec sa gestion du jeu. Là, il y a un peu plus à dire, effectivement. Ok, il a beaucoup le ballon en main. Enfin, il joue meneur, quoi. Mais 4 pertes de balles par match, je répète, 4 pertes de balles par match, c'est du niveau d'Harden ou Westbrook de gâchis de ballon. Son dribble n'est pas encore totalement imperméable à la pression, d'accord, surtout sur les prises à deux. Et ses prises de risque à la passe peuvent aussi bien conduire au génie qu'au ridicule par moment. Si tout cela peut être excusé par sa jeunesse et les erreurs que ça entraîne, il va sans dire que c'est un point à travailler pour lui, tout comme sa sélection de tir. Et ouais, autant je vous avais parlé de ses 40% à 3 points, mais comme je suis un vilain cachotier, j'ai omis de vous parler de ces 43% en tout au tir. Et oui, seulement 43% de réussite au tir. C'est du niveau de Lonzo Ball, que j'adore, mais c'est à la limite du bidon pour un meneur. J'ai plusieurs explications à ça. Pour commencer, il a beau très bien lire le jeu, il a fait souvent preuve de ce que j'appelle le syndrome de la tête baissée, qu'on connaît bien dans plusieurs sports. Même s'il est extrêmement efficace proche du cercle, quand il y a 3 Golgoth qui ferment l'accès au cercle, il y a forcément un collègue ouvert à qui lâcher la balle. C'est la base du jeu. Ensuite, sur son jeu à mi-distance. Même si plutôt j'ai loué le mi-distance pour sa faculté à contrer le drop sur le pick and roll, ne soyons pas non plus anachroniques. En 2021, prendre des tirs un pas devant la ligne à 3 points, à la Kobe, comme j'aime bien les appeler, c'est super beau, ok, mais c'est pas optimal dans une NBA dominée par les statistiques avancées. Bon, Tatum avait aussi ce problème en débarquant dans la ligue, donc c'est rien de très problématique, ça à travailler, c'est juste un axe de progression de plus, mais je me devais quand même de le citer. Selon moi, Cade Cunningham s'inscrit parfaitement dans la catégorie de ce qu'on peut appeler le parfait joueur moderne. Il peut dribbler, passer, shooter, défendre, prendre des rebonds, jouer sans ballon, avec ballon, jouer meneur, arrière, ailier ou même ailier fort sans forcément avoir à changer son jeu. Je l'ai beaucoup comparé tout le long de la vidéo à plein de joueurs actuels en NBA car il correspond en tout point à la base que recherchent beaucoup d'équipes autour de laquelle orienter le jeu et construire. Surtout actuellement dans une NBA où il y a de moins en moins de postes et on recherche de plus en plus de joueurs qui peuvent faire à peu près tout sur le terrain, il est parfait dans ce côté-là. Pour l'instant, il peut tout faire correctement. Mais ce qui est intéressant, il semble avoir la volonté et l'éthique de travail pour à terme pouvoir faire beaucoup de choses quasiment parfaitement. S'il est épargné par les blessures, il pourrait selon moi être un potentiel MVP dans les années à venir. S'il est le numéro 1 annoncé de la future draft, c'est parce qu'il peut impacter et améliorer n'importe quelle franchise qui aura la chance d'avoir ce premier choix. C'est un talent générationnel. Houston, par exemple, récupérerait un créateur pour accompagner Christian Wood. Orlando ou Détroit pourraient reconstruire autour de lui, etc., etc. De mon côté, j'aimerais beaucoup le voir drafté par OKC, où le fait d'avoir un scoreur comme Shai Gilgeous-Alexander, sympa le nom, à côté, lui permettrait de se concentrer sur la distribution et ainsi être plus efficace dans ses choix de tir. J'espère que ça vous aura plu. Pour répondre à la question un peu putaclic que je posais au début de la vidéo, pour moi Cade Cunningham est plus un Ben Simmons avec du shoot qu'un Tobias Harris, un peu du pauvre comme je le disais si bien. Mais avant tout, au-delà de cette question, on voit déjà que c'est un joueur à part dans la lignée des Luka Doncic, des LaMelo Ball, ce genre de joueur qui apporte une nouvelle vision de jeu, une nouvelle façon de jouer le jeu. Et ça m'intéresse beaucoup de voir ça à l'avenir et de voir comment il va se développer en espérant qu'il devienne le meilleur joueur possible. Rien que pour nous les fans, ce sera un plaisir de le voir jouer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt et la prochaine fois on évoquera une licorne, que dis-je, un monstre, Ivan Mobley. On se voit la prochaine fois, salut.